chers amis, il y a donc quelques jours, le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Tchane, a déclaré que la pauvreté est en nette régression dans notre pays. Nous avons trouvé que c'est une déclaration qui vient, une fois encore, démontrer que les autorités de notre pays ne sont pas en phase avec la réalité du pays qu'elles dirigent. Dans un contexte où les Béninois ont du mal à s'offrir un repas par jour, dans un contexte où les parents ont des difficultés à inscrire les enfants à l'école. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller faire une enquête pour savoir que tous les enfants n'ont pas pu reprendre les cours à cette rentrée parce que les parents n'ont pas eu les moyens d'aller payer la première tranche. On n'a pas besoin non plus d'aller faire une enquête pour savoir que les Béninois ont de la peine à se soigner, n'ont pas les moyens d'aller se soigner. On n'a pas besoin d'aller faire une enquête pour savoir que les réformes intervenues dans certains secteurs ont engendré une explosion du coût des denrées alimentaires et, en définitive, une cherté de la vie qui sévit dans tous les secteurs. On n'a pas besoin également de faire une enquête pour savoir que la majorité des jeunes Béninois sont sans emploi aujourd'hui. Comment se fait-il que, dans ce contexte, que M. le ministre d'État trouve que, chez lui, la pauvreté est en train de régresser? Bon, peut-être dans sa maison, on ne comprend pas. Sinon, vraiment, qu'il cesse de nous distraire. Parce que nous considérons qu'il s'agit d'une distraction ou des incantations prononcées pour s'offrir peut-être une autosatisfaction dans ce qu'ils sont en train de faire, qui n'apporte jusque-là aucun résultat pour la majeure partie de nos concitoyens, pour les Béninois. Nous trouvons que ça ne sert à rien que les déclarations du genre viennent s'ajouter à la misère que vit le peuple béninois depuis des années. Dans le contexte où des licenciements massifs continuent de s'opérer, des sociétés d'État en voie de fermeture, d'autres déjà fermées, dans le contexte où nous peinons à voir une seule entreprise étrangère d'investissement venir s'installer et faire des recrutements massifs dans le pays, comment peut-on penser, ou du moins, a-t-on besoin d'aller, je ne sais pas, faire des enquêtes pour savoir que la pauvreté a gagné toutes les couches socio-professionnelles du pays et que les politiques publiques mises en œuvre depuis leur avènement n'ont pas encore porté leurs fruits et qu'il faille changer de fusil d'épaule, qu'il faille voir autrement la situation de la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Nous voulons vraiment inviter cette fois-ci le chef de l'État lui-même à se pencher sur la situation de la jeunesse. Parce que si ça continue à cette allure, il y aura explosion quelque part. Les jeunes ne peuvent pas continuer d'être résignés, assis à la maison sans emploi, et que les membres du gouvernement, quand ça leur plaira, venir faire des déclarations du genre pour en rajouter à leur misère. Ce n'est pas concevable. Nous voulons que le gouvernement tout entier, avec son chef, puisse s'asseoir et repenser la question de la lutte contre la pauvreté, la question de la misère de notre peuple, la question de la souffrance des jeunes sans emploi qui, chaque année, continuent de croître et qui ne savent à quel sein se vouer. L'école béninoise se meurt. Nous sommes presque constamment sur le terrain. Nous en revenons d'ailleurs. L'école béninoise se meurt sous les yeux impuissants de tous les acteurs, des parents, des enseignants et les dirigeants qui nous regardent. Il y a quelques années, c'est nos dirigeants qui ont créé ce corps qu'ils ont appelé aspirant pour venir en rescousse, en réponse du moins à la situation criarde du manque d'enseignants que nous avons. Comment peut-on comprendre que l'État, qui est le premier employeur crédible dans un pays, puisse recruter des gens qu'il paye à la tâche 9 mois sur 12 de l'année? Déjà, ça pose un problème. Mais non content de cela, ces enseignants reprennent les cours et jusqu'à date, jusqu'à l'heure où nous parlons,
n'ont reçu aucun franc. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a des difficultés à manger chez lui, qui a des difficultés que lui-même n'a pas pu inscrire ses enfants, puisse aller donner des cours à d'autres enfants? On n'a pas besoin, même si on est sorcier, ça, on sait que ce n'est pas possible. Même quel que soit le cœur de l'homme ou de la femme, qu'il ait ces genres de difficultés chez lui et qu'il sorte pour qu'on lui demande d'aller donner le meilleur de lui pour encadrer des enfants, ce n'est pas possible. Et dire que ce n'est pas une situation inédite, que ça court depuis des années maintenant et que le gouvernement, dans son ensemble, n'a pas pu trouver une solution et que cette situation perdure, à la limite, nous nous demandons si c'est fait exprès pour que l'école continue de mourir. Sur cette question des aspirants, nous voulons appeler la responsabilité du gouvernement, qu'il se penche sur cette question une fois pour toutes. Parce que malgré ce nombre d'aspirants appelés à la rescousse pour notre système éducatif, il reste que les enfants ont toujours un déficit criard d'enseignants. Donc, le minimum, c'est de prendre soin de ces jeunes qui ont marqué leur volonté à venir accompagner les enfants en dépit des difficultés qu'il y a. Le minimum, c'est de prendre soin d'eux pour qu'ils aient le minimum pour pouvoir prendre du carburant dans leur moto, se déplacer, le minimum pour se nourrir, déjà qu'ils n'ont pas une prise en charge au niveau de l'assurance maladie, ils n'ont presque rien. C'est comme s'ils sont en train de faire un travail au noir, comme si, je dis. Donc cette situation, nous voulons en appeler à la responsabilité du gouvernement pour que, pour une fois pour toutes, cette situation puisse être réglée, qu'on n'entend plus les cris de ces enseignants, les cris de ces jeunes qui sont appelés à aller donner un savoir aux plus jeunes, qui sont appelés à encadrer les jeunes. Si ça continue, on se pose des questions sur ce qu'on veut réellement de notre système éducatif. Le problème de gestion au niveau de nos municipalités que le gouvernement tente de régler est apparu comment? Déjà, dans le mode de désignation de ces élus, celle des maires, c'est là qu'il y a le problème. Si désormais, c'est les partis politiques, de la façon dont nous avons vu la dernière fois, qui ont choisi les maires, nous ne nous attendons pas à une gestion efficace ou bien saine des ressources communales. Donc nous pensons que la solution recherchée en créant le poste de secrétaire exécutif au niveau des mairies est totalement inopportune pour nous et ne peut pas constituer une réponse efficace à la situation de problème de gestion des ressources. Bien au contraire, peut être source d'autres difficultés au niveau du fonctionnement du conseil communal. Parce que si un nouvel élément vient et c'est lui qui devient responsable de la gestion des ressources, alors que le maire reste ordonnateur, bref, c'est déplacer les problèmes. Nous pensons que il faut aller revoir les dispositions au niveau du choix de ces maires-là qu'il faut aller revoir. Vous voyez le code électoral en l'état en ce moment, qui impose, lorsque moi, je me sens capable, je suis aimé de mes populations à Banikwara, et mes populations m'aiment bien, ont confiance en moi, parce qu'ils savent le type de moralité que j'ai, et que je suis membre d'un parti politique, et que mon parti n'est pas fort à Vrancourt ou dans le Koufo, je ne pourrai jamais être désigné maire chez moi. Ainsi, il peut, j'ai pris un exemple au hasard, il peut se trouver que quelqu'un qui n'est pas du tout connu même de la localité, mais qui appartient à un autre parti B, puisse être désigné maire pour eux. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut revoir la question. Donc pour nous, le problème, même si le problème est pertinent, le problème de gestion au niveau de nos municipalités, nous pensons que chercher à régler ces problèmes, on doit revenir à la source sur l'esprit même qui a animé la décentralisation, qui veut que ce soit les populations elles-mêmes qui choisissent celles qui vont gérer leur commune. C'est plutôt là que nous devons revenir nous asseoir, plutôt que d'essayer des solutions comme celles que le gouvernement est en train d'envisager. Et nous pensons que ce n'est pas la solution. Et
mais nous allons tous observer ce que ça va créer comme problème tout à l'heure et on reviendra là-dessus plus tard quand les problèmes vont commencer. Nous avons entendu ces derniers jours un communiqué du directeur général de la police républicaine nous signalant une fois encore des désertions au niveau de la police républicaine. Alors qu'il nous souvienne que cette situation est persistante depuis déjà un certain temps. Nous sommes informés par moment que certains éléments de la police républicaine, ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité, déposent le paquetage et disparaissent. Nous, cette situation qui continue de persister nous inquiète. L'actualité nous donne raison. On se demande dans quel pays nous sommes. Comment se fait-il que ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité, eux-mêmes fuient le pays? Et qu'est-ce qui se passe? Et que les autorités n'en disent rien. Le directeur général de la police ne vient pas nous expliquer, nous informer pourquoi les gens disparaissent par vagues, par lot. Mais il se charge simplement de nous informer que, 10 sont encore disparus. Ils sont allés où? Nous, on ne sait. Avec quoi ils ont rejoint qui, quoi, pour faire quoi, on ne sait. Nous, sur cette question, et nous voulons que les autorités en charge de la sécurité de notre pays viennent vraiment nous informer, nous situer, parce que ça devient inquiétant et stressant pour nos populations d'apprendre ce que la République a choisi et paye pour assurer leur sécurité, eux-mêmes fuient le pays. On se pose des questions et que les autorités n'en disent rien, mais se chargent de nous informer qu'un lot a encore disparu. Franchement, ça nous inquiète et nous appelons le ministre de l'Intérieur, nous appelons le directeur général de la police républicaine à venir informer le peuple sur les raisons de cette désertion, sur ce qui se passe au sein de la police pour que les gens disparaissent. Nous sommes inquiets et nous avons envie de savoir. Nous voulons savoir, le peuple veut savoir pourquoi ces derniers moments, les policiers disparaissent. Est-ce parce que, on veut savoir. On se pose mille et une questions. La pauvreté régresse, mais les travailleurs fuient le travail. On veut comprendre ce qui se passe. Le peuple béninois veut comprendre ce qui se passe sur cette question. Il y a quelques heures, nous avons appris, opinion, la libération de certains de nos compatriotes détenus dans le cadre des dernières élections présidentielles. Et 5, précisément, de ceux qui sont détenus, des centaines, pour ne pas dire des milliers, qui sont détenus dans nos maisons d'arrêt, ont été libérés. Et à écouter leurs avocats, les raisons qui ont prévalu pour inciter à la libération de nos compatriotes de l'opposition, il s'agit de la question de la garantie de représentativité. Alors, nous saluons d'abord l'effort des uns et des autres, le combat mené par tout le peuple béninois qui a abouti à la libération de ces premiers opposants qui sont gardés dans le cadre des dernières élections présidentielles au Bénin. La raison évoquée par l'avocat nous a amené à penser qu'il y a bien d'autres détenus qui présentent également beaucoup de garanties de représentativité. Alors, on se demande pourquoi eux sont encore gardés. Et en même temps, on se dit alors que probablement les jours, les heures à venir, nous allons assister alors à une vague de libération. Et surtout, ce qui nous interpelle sur cette question, c'est les jeunes qui sont détenus dans le cadre de ces arrestations. Il me plaît de vous rappeler que dans le cadre des gens détenus dans cette situation, les jeunes sont plus nombreux. Et Amnesty International avance sur une population carcérale de 13 500 détenus, que 11 000 jeunes font partie de ces gens-là. Des jeunes qui, sans doute, se sont ralliés à des groupes qui entraient dans la rue sans savoir même pourquoi les gens allaient dans la rue, se sont retrouvés dans ces prisons. Nous voulons lancer un appel solennel au chef de l'État, qu'il fasse parler son cœur,
ces enfants innocents n'ont pas leur place en prison, qu'ils trouvent la manière, la procédure possible pour libérer enfin sans délai ces jeunes-là, qu'ils puissent retrouver leur famille. Certains ont des enfants, certains sont dans des situations difficiles, ils ne savent même pas pourquoi ils sont gardés dans les maisons d'arrêt. Je voudrais vraiment, sur cette question, nous voudrions lancer un appel au chef de l'État lui-même, qu'il fasse parler son cœur, qu'il puisse échanger avec les différents acteurs concernés dans cette question-là, pour qu'on puisse, les jours à venir, assister à la libération de bien d'autres, de ces milliers de jeunes, hommes et femmes, détenus dans le cadre de ces violences préélectorales qui, ma foi, n'ont pas leur place dans les maisons d'arrêt en ce moment. Si nous voulons vraiment une décrispation de la situation, de l'atmosphère politique dans notre pays, si nous voulons aller de plus en plus à la paix, si nous voulons que le pays se réconcilie avec lui-même, si nous ne voulons plus assister à des situations comme celles qu'on a vues, si nous ne voulons plus assister à des tensions dans le pays, je pense que cette question-là doit être adressée au chef de l'État. On n'a pas besoin de plusieurs réunions, on n'a pas besoin d'une grande messe politique pour pouvoir voir ces jeunes-là également être libérés. Nous l'implorons vraiment, nous implorons sa bienveillance pour que quelque chose soit fait d'ici les jours à venir, pour que ces centaines de jeunes détenus dans ces cadres, des gens qui sont innocents, il y en a d'autres certainement qui ont même pu être manipulés, qu'ils puissent recouvrer leur liberté. Généralement, les lois qui régissent la situation sociale, telles que celle sur l'avortement maintenant, généralement, c'est des lois qui viennent accompagner, qui viennent dans le sens de ce que la société veut. Mes chers amis, nous n'avons pas toujours jusque-là compris ce qui a animé le gouvernement, ou du moins les intérêts derrière cette modification intervenue au niveau de la loi sur la reproduction. Comment peut-on aller toucher une loi qui bouleverse l'ordre social, l'ordre socio-culturel, j'allais dire, dans un pays, sans qu'une discussion préalable, sans que la société civile, les ONG, même si on met les politiques de côté, sans qu'une discussion ouverte, les confessions religieuses, qu'une discussion soit ouverte afin que les uns et les autres puissent comprendre le bien fondé de ce qu'on veut apporter comme innovation. Afin qu'on puisse faire comprendre à toutes les couches de la société quel est le problème qu'on veut régler et quelles sont les solutions dont on dispose. Nuitamment, nos honorables députés se sont retrouvés encore, comme par hasard, les lois les plus bizarres sortent de Porte-Nouveau la nuit. Bon, un matin, on apprend encore maintenant que l'avortement vient d'être légalisé à la stupéfaction totale de tout le peuple. Dites-moi, est-ce que nous avons vu dans notre pays une loi régissant les situations sociales autant controversée? Non. Moi, je pense que, en dépit de tout ce qui se passe, le gouvernement doit simplement demander à ranger cette loi-là, les nouvelles dispositions introduites, à les ranger au placard pour le moment. Voyez-vous, les innovateurs, du moins, nous avons entendu également un membre du gouvernement voulant défendre cette loi sur l'avortement, nous dire que en moyenne, on observait 200 décès de femmes annuellement dans ces opérations d'avortement clandestine. Mais ce qu'elle a oublié de nous ajouter, pour nous dire, c'est que les opérations d'avortement clandestine qui aboutissent à des complications, c'est l'œuvre des gens
déshérités, des gens les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller faire ces interventions dans des centres de référence, dans des centres qui n'ont pas les moyens de recourir à des médecins spécialistes, pour ne pas dire à des gynécologues. C'est des gens qui n'ont pas les moyens, surprises par des grossesses parce qu'elles sont élèves ou étudiantes, et qui n'ont pas les moyens, vont se rendre à des apprentis, pas des spécialistes de la santé, pour tenter ces opérations. Est-ce que la nouvelle disposition introduite la règle, c'est ce problème que ça règle? Non, ça ne règle pas ce problème. Dire que les femmes désormais ont la possibilité de demander et d'obtenir un avortement si, en cas de détresse matérielle, morale. D'abord, le champ qui est ouvert maintenant donne la latitude à tout le monde de se prévoir d'obtenir cette autorisation. Qui aujourd'hui, parmi les jeunes, peut dire qu'il a les moyens de supporter une grossesse ou un enfant? Et tous sont au chômage, tous sont sans moyens, donc ils ont de bons prétextes. Nous pensons que cette nouvelle loi-là n'est pas du tout venue pour arranger la situation. Au contraire, elle va contribuer à un cataclysme dans la société. Parce que c'est le seul moyen, l'abstinence que les enseignants prescrivent aux élèves, les parents, c'est le seul moyen que les parents font pression sur les jeunes filles, les jeunes garçons, pour qu'ils ne puissent pas s'amuser avec le sexe, pour qu'ils puissent éviter de tomber dans des situations de grossesse précoce, d'être responsables avant de vouloir aller vers l'envie de procréer. Mais maintenant, aujourd'hui, si ces enfants savent que à tout moment, à cause de leur situation sociale matérielle, ils peuvent tomber enceintes et être autorisés, je pense que ça va engendrer un désordre dans la société. Nous demandons très humblement au gouvernement de surseoir à la promulgation de cette loi et de créer une discussion entre les différentes couches de la société, surtout les ONG, les organisations de la société civile et ceux qui s'occupent de ces questions-là, les religieux également, leur contribution en vue d'apporter des solutions au diagnostic qui a amené à prendre cette loi-là. Je suis sûr que ces contributions nous permettront d'éviter d'aller à la disposition nouvelle que leur assemblée vient de prendre. Ça, nous pensons que c'est totalement à l'antipode des valeurs socioculturelles de notre pays, d'hier à aujourd'hui et de demain, et que ça n'arrange rien dans notre situation actuelle. La vindicte populaire intervenue le 24 octobre à Paramou. Chers amis, nous ne comprenons pas ce qu'est devenu notre pays. Comment se fait-il que, mais autant dans la forme que dans le fond de ce qui est arrivé à notre jeune Éloi Dogo, autant nous ne comprenons pas le comportement des habitants, le comportement des gens de la localité, autant nous n'avons pas compris la police républicaine chargée d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans la ville. Comment se fait-il que un jeune tombe dans une pareille situation et que 2 heures durant, il est séquestré par ses assaillants? Plus tard, on constatera d'ailleurs que dans les vidéos, que la police est même venue proche des lieux pendant que le jeune homme se débattait, mais on n'a pas pu le libérer. On l'a laissé lyncher, tuer et brûler comme vous avez vu. Franchement, nous n'avons pas de mots pour comprendre cette cruauté, cette barbarie de nos concitoyens. Mais ce qui nous désole davantage, c'est le comportement, l'attitude des autorités. Jusqu'à ce jour, aucune voix autorisée n'est venue nous dire ce qui s'est passé réellement, les dispositions envisagées pour faire rendre justice, ne serait-ce qu'aux parents du jeune homme. Sur toute la ligne,
c'est des questionnements qui n'ont pas de réponse à notre niveau. Nous ne comprenons pas que des faits d'une gravité aussi exceptionnelle puissent arriver dans une ville et que l'autorité en charge de la sécurité n'ait pas pu se donner le temps de venir informer et que ce soit les populations qui aujourd'hui courent, même les parents de la victime, soient obligés de s'informer dans la rue ou de chercher à s'informer sur les réseaux sociaux. À la survenue de l'incident, nous ne voulons pas nous verser dans des interventions inopportunes. Nous avons programmé nous rendre au moins auprès de la famille, au moins pour avoir des versions un peu plus crédibles avant de nous prononcer. Ce que nous avons appris sur place, c'est effroyable. Il y a des choses que nous ne pouvons même pas rapporter. Ce que nous voulons demander aujourd'hui par rapport à cette question, c'est que sans délai, les autorités en charge de la sécurité, à commencer par le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police républicaine, le procureur de la République, le tribunal de première instance de Parakou, qu'au moins une autorité indiquée puisse monter au créneau et venir nous dire leur version des faits et ce qu'ils sont en train de faire pour la manifestation de la vérité, pour que justice soit rendue à l'âme du jeune et également à ses parents qui sont dans l'émoi en ce moment. Chers amis, voyez-vous, savez-vous que ce jeune homme, un jeune étudiant qui se débrouille dans le contexte que nous avons décrit tout à l'heure, de misère ambiante, de pauvreté excessive, ce jeune devait parcourir 8 km tous les matins pour aller faire un job quelque part. Je ne connais même pas bien le nom des quartiers là. Mais c'est 8 km à pied qu'il doit faire pour aller à son lieu de travail. Et que sur le parcours, dans un quartier bien connu où il a l'habitude de passer tous les jours, que quelqu'un l'accoste pour dire, ben voilà, toi tu ressembles à quelqu'un qui a essayé de voler hier quelque part. Et c'est fini. En dépit de toutes ces explications, appelez mon patron, son téléphone que vous avez pris, rien, n'ont voulu rien entendre, mais l'ont séquestré pendant plus de 2 heures du temps pour finir par le tuer, sous le regard des populations. Nous n'arrivons pas à nous expliquer ce qui peut permettre qu'une telle cruauté advienne en plein jour dans une république administrée. Nous appelons le gouvernement, à se préoccuper au plus haut niveau de cette question. Il faut qu'une voix officielle vienne informer le peuple béninois et que justice soit rendue effectivement à ce jeune homme pour que le décès de notre jeune frère Éloi Dogo sonne la fin de cette cruauté, de cette barbarie dans notre pays. C'est inadmissible que, au moment où tout le monde souffre, au moment où les jeunes ont de la difficulté à survivre, que des gens se lèvent pour encore commettre ces gens de films. On doit saluer cette opération qui conduit, que le gouvernement a conduit et qui nous amène la France à rétrocéder au Bénin ces œuvres-là qui sont notre propriété. La seule chose, nous félicitons tous ceux qui ont œuvré pour ce retour de nos œuvres. La seule chose que nous voulons demander, et c'est là que résident nos inquiétudes, pourrions-nous entretenir ces œuvres-là comme les autres l'ont fait jusqu'à ce jour? Nous avons des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes et nous souhaitons que le gouvernement regarde de plus près cette question. Est-ce que toutes les dispositions sont effectivement prises pour que ces œuvres-là, une fois rentrées au bercail, restent toujours protégées et entretenues comme nous l'avons vu, comme il est apparu dans les photos et les vidéos que nous avons vues ces derniers jours. Nous ne voulons pas que cela devienne comme des reliques que nous avons dans certains de nos palais en ce moment. Je suis persuadé qu'il en existe beaucoup plus dans nos palais royaux en ce moment dans le pays, mais à qui on n'a pas pu donner cette valeur, qu'on n'a pas pu entretenir.
Et je voudrais que le gouvernement regarde bien cet aspect et qu'au-delà de la joie qui anime tout le monde de retrouver ces œuvres, les œuvres de nos parents, on puisse les conserver pour les générations à venir.